Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Regardons ensemble les titres de ce dimanche 5 septembre. Le premier débat de la primaire des écologistes s'est déroulé aujourd'hui. Ils sont 5 en liste. À la fin du mois, un seul d'entre eux se présentera à l'élection présidentielle d'avril prochain. L'heure du bilan aux États-Unis. Quelques jours après le passage de l'ouragan Ida, des centaines de villes sont toujours inondées, les maisons ravagées. En Louisiane, l'électricité et l'eau potable n'ont pas été rétablies. Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont officiellement terminés. Le Japon tire sa révérence. Dans 3 ans, ce sera Paris qui accueillera ces grandes compétitions sportives. Quels défis attendent la capitale? Florence Griffon nous le dira. Et pour terminer ce journal, nous dresserons le portrait d'une femme battante, Agatha Christie. Vous ne le saviez peut-être pas, mais c'était une aventurière et une pionnière. Un document à suivre dans quelques minutes. La course à la présidentielle est lancée. Ce midi s'est tenu le premier débat de la primaire des écologistes. À la fin du mois, seul un des 5 candidats se présentera au scrutin présidentiel. Hugo Capelli, Yassine Arbaoui et Mathieu Bierden. Ils sont 5 à vouloir porter les couleurs écologistes en 2022. Premier débat ce midi, chacun motive la décision de se présenter. L'écologie est aujourd'hui l'espoir de trouver un chemin qui corresponde à la fois à notre vie quotidienne et à nos aspirations les plus profondes. Si on ne change pas la structure du pouvoir et la structure de notre société, on ne changera pas notre manière de consommer et notre manière de produire. J'ai le meilleur CV politique de France. J'ai été nommé 2 fois meilleur gestionnaire de France. Je détiens le trophée de l'emploi remis par le ministre des PME. Et les candidats annoncent la couleur. Il n'y aura pas d'attaque personnelle pendant cette primaire. Le choix de la primaire n'est pas une question de personne ou d'individu. Moi, je ne participerai pas à nous abîmer collectivement avec une primaire où les phrases assassines, les guerres pricocolines prendraient le dessus. Le favori, c'est lui, Yannick Jadot. À son palmarès récemment, un score historique pour les Verts aux élections européennes en 2019. Dans ce sondage, réalisé auprès des sympathisants écologistes, il arrive largement devant ses adversaires avec 69% des intentions de vote. Pour départager ces 5 candidats, des personnes qui se seront inscrites sur un site internet dédié avant le 12 septembre. Il faut avoir plus de 16 ans, payer 2 € et signer une charte. Selon un dernier pointage, ils sont 35 000 à s'être inscrits. Les candidats espèrent que ce débat permettra d'en attirer beaucoup plus. Direction les États-Unis. Vous le savez, plusieurs États ont été ravagés par l'ouragan Ida cette semaine. Par exemple, en Louisiane, l'électricité n'est toujours pas rétablie et les habitants sont privés d'eau potable. Maryse Burgot. Impression de fin du monde en Louisiane, à Grande-Île. L'ouragan Ida y avait commencé mercredi sa course meurtrière. Des dizaines de maisons détruites et 47 victimes aux États-Unis après cette catastrophe. 5 jours après la tempête, toujours pas d'électricité ou d'eau potable. Distribution gratuite de glace, les habitants tentent de garder des aliments au frais sous des températures caniculaires. On va s'en sortir, la Nouvelle-Orléans est résiliente. Ça va très mal, mais on a déjà vu pire auparavant. Cette image satellite, cette fois à l'est, dans le New Jersey, avant le passage de la tempête. Le même lieu, aujourd'hui, sous l'eau. Plus loin, ce pont et cette route, avant, après. Dans ce quartier du Queens, des bougies et des fleurs devant cette maison, une mère et son fils vivaient dans le sous-sol. Ces souplex aux loyers accessibles sont nombreux à New York. La montée des eaux les ont transformés en prison mortelle. Indignation des habitants. Le gouvernement doit créer des loyers modérés pour que les gens ne vivent plus dans les sous-sols, mais dans des appartements au premier étage. Ce sont des immigrés, des travailleurs, ils ne méritent pas ça. Voici justement une image d'un de ces souplex sous un torrent d'eau. Pas de fenêtres, souvent une seule sortie possible. Des pièges au cœur des villes. Effectivement, des images impressionnantes. À l'autre bout du monde, au Japon, les Jeux Paralympiques de Tokyo sont terminés. Les prochains auront lieu ici, en France, à Paris, en 2024. Nous retrouvons en direct de l'esplanade du Trocadéro Florence Griffon. Bonsoir Florence. Quels sont les défis qui attendent la capitale ?
Eh bien d'abord que ce soit une fête populaire réussie. C'est l'ambition qui est affichée ici au Trocadéro à Paris, où les athlètes paralympiques qui sont de retour en France assistent à la cérémonie de clôture avec le public. L'autre défi concerne les infrastructures. Le village des athlètes et puis le centre aquatique à Saint-Denis sont en train de sortir de terre, mais il y a du retard sur les lignes de métro et l'accessibilité devra bien sûr être exemplaire. Côté sportif, l'autre défi, c'est d'ouvrir davantage les clubs au parasport. Pour cela, il faut former davantage de formateurs et puis il faut donner envie aux personnes qui souffrent de handicap de se lancer dans une pratique sportive et même d'avoir une ambition. Et ça, c'est le sens de la fête qui a lieu ici au Trocadéro à Paris. Merci beaucoup Florence Griffon en direct de l'esplanade du Trocadéro à Paris. Je vous le disais, les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 se sont terminés aujourd'hui. Retour sur ces 2 semaines de compétition intense. Margot Subra-Gomez avec Thomas Guéry. À Tokyo, ils ont fait valser les étiquettes, les préjugés. Les athlètes paralympiques ont fait oublier ce qui leur manque pour nous montrer ce qu'ils ont en plus. Sur la piste du Vélodrome, il a tiré son épingle des Jeux. Alexandre Léoté, 20 ans à peine, hémiplégique depuis sa naissance, a remporté 4 médailles dont une en or dans l'épreuve de poursuite individuelle. Sincèrement, je pense que je réalise pas encore ce qui est en train de m'arriver. J'ai même pas 21 ans, j'ai que 20 ans et voilà, j'ai déjà une médaille d'or paralympique. Les copains raccord. Après Léoté, Doriane Foulon s'offre le titre paralympique en cyclisme sur piste. Je sais pas quoi dire. Des larmes de déception aussi. La judokate Sandrine Martinet, porte-drapeau, a fait une croix sur son rêve. Et c'est un nippon, c'est un nippon. Celui de remporter une 2e médaille d'or pour ses derniers Jeux. Voilà, je suis désolée, après j'ai fait mon maximum. Le 2e porte-drapeau, Stéphane Houdet, est ressorti plus heureux de sa finale du double messieurs en tennis fauteuil. C'est qui le patron ? Patron paralympique, ça vaut aussi pour Alexis Anquincan. Il offre à la France son premier titre de l'histoire du triathlon, Jeux olympiques et paralympiques confondus. Le temps d'un combat de para-taekwondo, les caméras du monde entier se sont braquées sur une femme, Zakia Rodadadi. L'athlète afghane a finalement rejoint Tokyo au milieu des Jeux, exfiltrée de son pays après la prise de pouvoir des talibans. Les Paralympiques, terrain de jeu d'athlètes extraordinaire, comme cet archer américain, bon pied bon oeil, ou ce pongiste égyptien amputé des 2 bras. C'est justement en tennis de table que le compteur des médailles françaises s'est emballé. 1, 2, 3, au total 11 médailles. Pas mal pour 13 pongistes tricolores. Inarrêtable. Les Français ont décroché 54 médailles en tout, bien au-delà de l'objectif de 35 fixé par la Fédération de handisport. Dernière danse pour Marie-Amélie Le Fur. À 32 ans, elle finit en argent, à 6,11 m pour le dernier saut de sa carrière aux Jeux. Sur la ligne d'arrivée du 200 mètres, cette athlète capverdienne n'était pas au bout de ses surprises. Une demande en mariage dans l'intimité d'un stade vide, clap de fin sur Tokyo 2020. C'est un aliment bien connu des végétariens, le tofu. Il est bien souvent présenté comme un plat alternatif à la viande. À première vue, il n'est pas simple à cuisiner. Nous avons choisi d'aller en Chine, là où il est consommé quotidiennement. Un document signé Arnaud Miguet et Gaël Caron. En petits carrés séchés, au soleil, frais, en tige ou même en spaghettis, le tofu en Chine est dans tous ses états. Derrière les fourneaux depuis 40 ans, le chef Chou sait le préparer à toutes les sauces, de toutes les façons. J'ai une 50aine de recettes avec du tofu. Frit, grillé, à la vapeur, en ragoût. On peut tout cuisiner avec le tofu. Mes favoris des végétariens, sans cholestérol, riche en protéines. Ici, il est de tous les repas. Pour nous, les gens du coin, on mange du tofu comme d'autres mangent du riz. C'est tous les jours. Du tofu tous les jours et pour toutes les occasions. Aujourd'hui, c'est la famille Yang, 25 personnes réunies autour de ce plat national. Manger du tofu, c'est bien pour la santé. Le tofu, c'est notre fromage local. Ça peut avoir une odeur forte, mais c'est délicieux.
Un fromage qui ravit les palais chinois depuis plus de 2000 ans. Tous les jours, depuis 30 ans, Zhen Rongbing vient au puits de son village. Il est maître tofu, héritier d'une tradition qui a commencé dans sa famille il y a 5 générations. Le secret de fabrication de notre tofu ici, c'est l'eau. 50 fois par jour, il revient du puits, 50 litres d'eau sur ses épaules. Son tofu, il peut le préparer les yeux fermés. Des graines de soja, trempées dans une eau si riche en minéraux, pour être ramollies, broyées en purée, puis portées à ébullition avant d'être filtrées. À ce lait de soja est ajouté un coagulant, comme pour la fabrication de tout fromage. Le tofu, c'est comme le fromage de chèvre, vous voyez? Maintenant que le lait de soja est caillé, on le retire de l'eau et ça durcit. 10 employés travaillent 7 jours sur 7, dès 5 heures du matin pour fabriquer quelques 30 000 petits carrés de tofu, littéralement de la pourriture de haricots, manipulés avec une incroyable dextérité. Je fais 3000 carrés de tofu par jour. Parce qu'il y a un marché grandissant ici, on parie tout sur le tofu. Cette zone industrielle a été créée en 2019. Vous avez autour de vous une trentaine d'usines de tofu. Et on en produit tous les jours. Le tofu de cette région, prêt à partir à la conquête du monde. Dans cette usine de 40 employés, 255 000 euros de chiffre d'affaires par an, ces petits carrés de tofu sont préparés pour l'exportation. 2 centimes d'euros la barquette de 10. Il y a quelques années, on vendait le tofu localement. Mais maintenant, on le vend à Pékin et Shanghai. Et dans les 3 ans à venir, ces tofu arriveront sur les tables étrangères. Un produit tendance qui attire aussi les jeunes investisseurs. Rosian Tien a 29 ans. Son tofu, il le fait sécher au soleil. Pas pour en faire des steaks de tofu, mais des snacks à grignoter à toute heure. Ça, c'est notre nouveau produit, le popcorn tofu. Notre but est de remplacer les chips de pommes de terre par ce tofu craquant. Il se mange grillé, passe aussi au micro-ondes. Peut-être un jour, ce nouveau popcorn chinois, pas si mauvais, accompagnera vos soirées télé ou cinéma. Connaissez-vous la reine du crime? Il s'agit effectivement d'Agatha Christie. Vous ne le saviez peut-être pas, mais c'était une aventurière et une pionnière. Portrait d'une femme battante, Karina Zopardi, avec Christophe Vignal. Dans les années 1920, elle a parcouru le globe. Elle fut d'ailleurs la première Britannique à faire du surf à Hawaï. 45 ans après sa mort, c'est toujours l'auteur le plus vendu au monde après Shakespeare. Cette femme, c'est la reine du roman policier, Agatha Christie. Une vie si discrète que d'elle, on ne conserve que de rares images, comme ici à la fin de sa vie, où, anoblie par la reine, elle avait dû affronter les médias. Cette vieille dame est toujours aussi timide que la petite fille qu'elle fut. Fillette solitaire, Agatha Christie n'est jamais allée à l'école. Dans le jardin du Devon où elle grandit, elle développe une imagination hors pair. Excellente pianiste, elle envisage un temps une carrière artistique. Même si elle était une virtuose en privé, elle était incapable d'affronter un public en concert. Elle était handicapée par une timidité maladive. Mariée à un aviateur pendant la Première Guerre mondiale, elle s'engage comme infirmière et devient bientôt chimiste. Les poisons n'ont plus aucun secret pour elle. Ses romans en seront truffés. En 1926, elle a déjà publié quelques livres qui ont du succès. Et voici qu'elle disparaît tout à coup. Pendant 11 jours, elle va faire la une de tous les journaux. A-t-elle eu un accident? A-t-elle mis en scène sa disparition? Un siècle plus tard, on ne sait toujours pas. C'est un tournant dans sa carrière. Elle est revenue célèbre finalement, pas comme écrivain, mais comme femme ayant été l'héroïne d'un fait divers. Et à partir de là, son nom est devenu un nom que les gens retenaient. Dès lors, sa vie et son œuvre se confondent. Infatigable voyageuse, elle emprunte l'Orient Express jusqu'à Bagdad. Avec son second mari, archéologue, elle participe à des fouilles. Ce seront les décors de ses histoires.
Elle devient une staccanoviste de la machine à écrire jusqu'à 4 romans par an. Churchill dira d'elle que c'est la femme à qui le crime a le plus rapporté depuis Lucrèce Borgia. Et depuis 60 ans, ça continue sous toutes les formes. Une telle longévité est en elle-même devenue un mystère. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain journal. Belle semaine à tous.